Eh bien, c'est une transition parfaite vers ce dont je voulais parler. Vous savez, depuis le début de l'opération militaire spéciale, les observateurs extérieurs, des analystes comme moi, sont déconcertés par le fait que la Russie permette à l'OTAN d'envoyer des armes en Ukraine sans être inquiétée. Pourquoi la Russie laisse-t-elle Lviv et d'autres villes de l'ouest de l'Ukraine devenir en quelque sorte une zone de stockage, non seulement pour les armes, mais, dernièrement, pour des capacités de production d'armement? Des usines sont en construction, et pourquoi ne les bombarde-t-il pas? Et puis la question se pose, la Russie a-t-elle vraiment autant de contrôle sur l'espace aérien ukrainien qu'on nous l'a fait croire? Il me semble que l'Ukraine s'est dotée d'un parapluie protecteur de défense aérienne intégré. Pourquoi les F-16 peuvent-ils opérer depuis l'ouest de l'Ukraine? Ces appareils n'étaient-ils pas censés être détruits dès le premier jour par la fameuse armée russe? Et c'est l'une de ces questions auxquelles on ne pouvait tout simplement pas répondre. Je veux dire, vous savez, la réponse était, eh bien, peut-être que la Russie n'est pas aussi performante que nous le pensions. Peut-être que le Patriot est meilleur que ce que nous pensions. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais qui sait, n'est-ce pas? Et cela semblait être la direction prise, ce qui indique alors la possibilité d'un conflit à long terme. Exactement le contraire de la direction stratégique que la Russie souhaite suivre. La Russie ne cherche pas à mener une guerre sans fin. Elle veut que cette guerre se termine à des conditions favorables à la Russie. Mais si la Russie permet à l'OTAN d'installer une capacité industrielle de défense en Ukraine occidentale, d'y acheminer des armes et de les stocker, de les entreposer là pour pouvoir continuer à les envoyer au front, eh bien, cela conduit à une autre conclusion. Et puis la réponse est arrivée cette semaine. Et c'était tout simplement un éclair de l'évidence. Ce que la Russie a fait, c'est créer la perception d'un refuge sûr en Ukraine occidentale. Voyez-vous, si la Russie avait agi de manière décisive dès le début, ses entrepôts, ses installations de l'industrie de défense auraient été construits dans des pays de l'OTAN, n'est-ce pas? Comme c'était le cas au début, ils faisaient les centres de réhabilitation, tout se faisait dans l'OTAN, et cela, c'est intouchable. Cela donne à l'Ukraine une profondeur stratégique. Mais l'OTAN cherchait à transférer tout cela en Ukraine. Et pour y parvenir, il faut créer la perception que l'Ukraine occidentale constitue la profondeur stratégique de l'Ukraine. Et puis l'Occident a déposé des centaines de milliards de dollars de ressources. Armes, entrepôts, installations, sites industriels de défense. Tout cela entassé à l'Ouest. Et maintenant, c'est cette capacité que les Britanniques, dans leur approche consistant à maintenir l'Ukraine dans le combat, mettent en avant. Cela a désormais simplifié les choses. Tout ce que l'OTAN a à faire, c'est de fournir l'argent. Et ils peuvent rapidement expédier des armes vers les sites de stockage dans l'ouest de l'Ukraine. Et cette guerre peut durer éternellement. Nous pouvons maintenir l'Ukraine dans le combat. Sauf que la semaine dernière, la Russie les a détruits. La Russie est arrivée et a dit « Ah, vous pensiez que les Patriotes dans l'ouest de l'Ukraine avaient un taux d'interception de 60%? Essayez 6. » Et ils ont simplement fait exploser ces installations. Et ils vont continuer à les faire exploser. Tous ces investissements sont perdus. Et maintenant, tu vois le désert. Le jour où c'est arrivé, as-tu vu ce que Zelensky a fait? Après avoir dit « Nous allons frapper la Russie en profondeur, c'est ce que nous faisons », il a déclaré « J'ai besoin d'un cessez-le-feu aérien immédiatement », parce qu'il vient de se réveiller en se disant « J'ai tout perdu ». Et l'OTAN ne peut pas reproduire cela. Il n'y a pas de plan B. Il n'existe aucune installation de l'OTAN capable de remplacer cela. Elles ont disparu. Et c'est la réalité à laquelle l'Europe se réveille en ce moment, qu'il n'y a rien qu'elle puisse faire à ce sujet. La Russie vient de changer radicalement le calcul de ce jeu. C'est pourquoi, tout à coup, je me suis dit, oui,
nous discutons. Je pense qu'il va y avoir un accord de paix. We're talking. I think there's going to be a peace deal. Well, why? Because Europe doesn't have any cards left. Eh bien, pourquoi? Parce que l'Europe n'a plus aucune carte en main. Trump a tout laissé tomber sur l'Europe. Le plan de l'Europe reposait sur la possibilité de transférer des armes vers un refuge sûr en Ukraine occidentale et d'y faire travailler l'industrie de la défense. C'est fini. L'Europe n'a pas de plan B. Ils sont tous là, à attendre, livrés au vent pour l'instant. Et la Russie dit oui, cette offensive du nord de Prokhorovsk que vous avez menée, c'est terminé. Nous avons gagné. Vous êtes tous morts. Et nous avons repris l'offensive là-bas. Le mur de drones que vous avez construit, tous les opérateurs de drones qui le faisaient fonctionner, ils sont morts. Nous les avons tous tués. Et nous avons réaffirmé notre domination dans le domaine des drones. Sumy, vous nous avez combattus juste, la dernière fois que j'ai vérifié, nous progressions vers le sud là-bas. Nous avançons partout. Vous n'avez plus d'hommes. Votre réserve stratégique est morte au nord de Pokrovsk. Pokrovsk est sur le point de tomber. Kupiansk est sur le point de tomber. Vous savez, c'est la réalité. Et je pense que ce que vous allez voir, c'est que Trump va aller voir les Européens et les Ukrainiens et leur dire « Je m'en lave les mains, vous êtes livrés à vous-même. » Ça ne se passe pas très bien, n'est-ce pas? Des Tomahawks? Oh oui, oui, vous aurez les Tomahawks, 2028, 2029, 2030. Peut-être qu'on vous en donnera 3, 4, 5. Ne t'inquiète pas, tu les auras, mais tu ne seras plus en vie parce que tu es en train de mourir en ce moment. C'est fini. L'énergie est partie. L'hiver va être terrible. Et je pense que ce que nous voyons en ce moment, c'est que Trump a joué un jeu et Kaja Kallas l'a compris. Je veux dire, tu aurais dû voir ça. As-tu regardé cette interview quand elle est venue au micro? Tu sais cette femme qui dit « Mon travail, c'est de démanteler la Russie, de faire lécher mes bottes à Poutine et au monde entier. » Elle est sortie, et tu sais, Zelensky est là-bas, en train de faire une sorte de danse en disant « Trump m'aime, il m'aime. » Non, il ne t'aime pas. Elle a dit « Trump vient de se laver les mains de toi, et il a mis tout le fardeau sur nous. » Nous ne pouvons pas le faire. À l'époque, elle pensait encore avoir une enclave ukrainienne occidentale. C'est fini, anéanti. C'est pourquoi, à mon avis, on perçoit ce nouvel air d'optimisme venant de Moscou. Et ils ne sont pas arrogants à ce sujet. Tu sais, les Russes ne paradent pas en criant victoire. Leurs propos sont très mesurés. Mais la déclaration d'Ushakov dit tout. Tu sais, Ryabkov est sorti et a plus ou moins laissé entendre que tout l'élan venu d'Alaska s'est dissipé. Ryabkov dit quelque chose comme « Ah, on discute, tout va bien, ne t'en fais pas. » Tu sais, je suis optimiste, parce que rien ne va dans le sens de l'Europe, rien ne va dans le sens de l'Ukraine, et tout va dans le sens de la Russie.